Bonjour et bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants aux études supérieures de l'Université Laval. Mon nom est Catherine Ferland et j'ai le privilège d'animer cette belle émission aujourd'hui en compagnie de Aimée et Mélissa. Tout d'abord, bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation à Cogito. J'aimerais ça commencer avec toi, Aimée. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton projet doctoral. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je m'intéresse à l'apport de la participation à un programme d'éducation musicale pour les jeunes familles, donc les familles avec de jeunes enfants, des activités musicales qui sont pratiquées en diade, mère-enfant, père-enfant ou éventuellement même avec les grands-parents. Je m'intéresse à l'effet de cette pratique-là sur le développement des compétences parentales et sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. Et on veut savoir si ça favorise la qualité des interactions entre le parent et son enfant et si cette qualité des interactions-là peut favoriser le développement de l'enfant à long terme. OK. Donc, vraiment les deux pôles. Exactement. Il y a un protocole qui nous amène à pouvoir faire un tri de cartes du comportement maternel. Donc, il y aura des assistants de recherche qui seront engagés pour aller mesurer le développement de la sensibilité parentale chez ces 60 familles-là. C'est donc une période de 2 heures. C'est assez engageant comme mesure, pendant laquelle l'observateur, l'assistant de recherche, va observer, dans le fond, les comportements du parent et de l'enfant dans certains contextes. Par exemple, à l'accueil, est-ce que l'enfant est porté à se réfugier très près de son parent? Est-ce que le parent est porté à le réconforter lorsque l'intervenant va arriver? Lors de la passation de questionnaire, est-ce que le parent a toujours un œil sur son enfant ou est-ce qu'il est trop concentré à faire la tâche qu'on lui demande? Est-ce qu'il est capable de diviser son attention entre les besoins de son enfant et la tâche qu'on lui demande de faire? Parce qu'on s'entend comme parents, c'est tout le temps ça qui arrive. On doit toujours diviser notre attention entre ce qu'on est en train de faire et notre enfant. Certains parents ont plus cette habileté de faire-là que d'autres. Donc, certains enfants trouvent leurs besoins mieux répondus ou répondus plus rapidement. Et le développement du lien d'attachement... ce qu'on en connaît là, depuis maintenant plus de 30 ans, que c'est un sujet qui est étudié, c'est que c'est fortement corrélé à la sensibilité du parent à répondre aux besoins de leur enfant de façon cohérente et rapide. On va y revenir. Je pense qu'il y a des belles choses à creuser avec ça. Et de ton côté, Mélissa, peux-tu nous parler un peu de ton projet de thèse? Je m'intéresse au développement du langage chez les enfants qui sont exposés à de la négligence parentale sévère. Donc, la négligence parentale, c'est une forme de maltraitance. En fait, c'est la forme de maltraitance la plus fréquente envers les enfants de moins de 5 ans. Et donc, ça correspond au fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on fait à l'enfant, mais on parle de qu'est-ce qu'on ne lui fait pas. Donc, on ne lui donne pas la stimulation, la protection, l'attention dont il a besoin pour se développer. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je m'intéresse à, quelles sont les répercussions de la négligence parentale sur le langage des enfants négligés, mais surtout sur leur habileté à utiliser le langage dans une fonction sociale. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser leurs habiletés langagières pour entrer en interaction adéquatement, efficacement avec les gens de leur entourage? Donc, c'est des habiletés qu'on appelle les habiletés pragmatiques du langage, parce que le langage, c'est très vaste. Donc, moi, et un doctorat, c'est très court, donc je dois choisir une composante sur laquelle travailler. Et donc, je m'intéresse plus spécifiquement à est-ce qu'il y a des comportements du parent qui viennent favoriser ou avoir des répercussions supplémentaires là, sur ces habiletés-là du langage? Donc, qu'est-ce que le parent peut mettre en place qui aide au développement de ces habiletés pragmatiques-là du langage chez les enfants négligés? OK. Les enfants de quel âge? En fait, dans mon contexte, on s'intéresse surtout aux enfants âgés entre 0 et 5 ans, spécifiquement entre 3 et 5 dans le projet général dans lequel mon doctorat s'insère. Mais moi, c'est vraiment spécifiquement à l'âge de 42 mois que je regarde les enfants. Ça, c'est du précis. Oui, c'est ça. On a des enfants là, qu'on voit à chaque 6 mois. Donc, moi, j'ai une tranche d'âge précise à 42 mois. Dans quel contexte fais-tu ta recherche, toi, Aimée? Est-ce que tu es dans une équipe de recherche ou c'est vraiment un projet autonome que tu as développé? Je fais partie d'une équipe de recherche, l'équipe de recherche du laboratoire Musalpha, qui est situé à la faculté de musique. Néanmoins, ce projet-là est un projet autonome parmi les projets dirigés par mon directeur, Jonathan Bolduc. Donc, c'est vraiment une idée qui m'est venue au courant des premières années d'études de 2e cycle, 3e cycle. Donc, c'est un projet qui va s'intégrer
au regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie. Donc, on a établi un partenariat avec ce regroupement-là pour nous permettre de faire un recrutement au sein des établissements de la Montérégie, région où j'habite. On va sélectionner 3 centres de la petite enfance, puis recruter les parents intéressés à participer au projet de recherche à partir de l'an prochain. Est-ce que dans tes résultats préliminaires, il semblerait qu'il y ait des différenciations selon le sexe de l'enfant? Donc, fille avec sa mère ou garçon avec sa mère? Ou à ce stade-ci, ça ne fait pas partie des éléments? J'ai rien lu à ce sujet-là. J'ai pas l'impression que l'on soit une fille ou un garçon, on ait moins besoin que notre parent soit sensible à notre égard. J'ai rien lu à ce sujet-là. Il y a un courant de la littérature, en fait, qui s'intéresse toutefois à la différence au niveau de la musicalité du langage adressé à l'enfant. Donc, la mère aurait des variations de voix différentes que le père pour ses enfants lors de la naissance jusqu'à un certain âge. Cette variation-là, dans la voix du parent, servirait à maintenir l'attention de son enfant. C'est un comportement instinctif, en fait, qu'a l'humain pour s'assurer d'avoir l'attention de son enfant, créer le lien d'attachement avec lui, puis en vue de le préserver, de le protéger. Donc ça, c'est vraiment un courant de la recherche qui est super intéressant puis qui gagne à être connu beaucoup au niveau de la relation parent-enfant. De ton côté, Mélissa, comment tu travailles concrètement? De quelle façon tu as collecté les données nécessaires à valider tes théories? Mon doctorat s'insère dans un projet qui est beaucoup plus grand que le mien. Donc, on voit les enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans et les rencontres qu'on fait à tous les 6 mois, c'est à domicile que ça se passe. Donc, on va chez les familles. En fait, on a 2 groupes. Un groupe de familles négligentes, donc qui ont été prises en charge par la Direction de la protection de la jeunesse dans différents centres jeunesse au Québec. Et on a un groupe de comparaison d'enfants non négligés, dans le fond, qu'on a recrutés dans des CPE de la région de Québec. Alors, ces 2 groupes-là, on va à domicile avec une grosse poche de hockey remplie de matériel. Vraiment, ce sont des tests de langage. Donc, des fois, on a vraiment des tests de vocabulaire, de demander à l'enfant de pointer des images, des choses comme ça. On a aussi, dans le contexte de mon projet spécifique, je regarde les interactions entre le parent et l'enfant, un peu comme le fait Aimé. Donc, dans notre contexte, on demande aux parents de jouer avec l'enfant comme il a l'habitude de le faire, avec une sélection de jouets qu'on a préétablis pour contrôler pour la variabilité des jouets qu'il peut avoir dans les familles. Alors, on filme le parent en interaction avec son enfant pendant 15 minutes. Et ensuite, moi, derrière mon ordinateur, je reprends une partie de cette séquence-là et je vais aller coder. Un peu comme Aimé l'a mentionné, là, des auxiliaires de recherche allaient coder les comportements du parent. Alors, vraiment, on a une grille qu'on a élaborée pour aller voir, est-ce que le parent, il est sensible, encore une fois, à ce que fait l'enfant? Est-ce qu'il commande sur ce que fait l'enfant? Est-ce qu'il stimule l'enfant? Mais aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de manifestations d'affection envers l'enfant? Est-ce que le parent a du plaisir? Est-ce qu'il est chaleureux envers l'enfant? Est-ce qu'il accepte ce que fait l'enfant, ce que dit l'enfant? Donc, c'est vraiment une grille assez élaborée. On va coder, en fait, en termes de fréquence. Est-ce que le parent le fait jamais? Parfois, souvent ou toujours. Donc, ça me donne quand même un profil, un portrait du parent en interaction avec l'enfant. Et moi, je mets ces comportements-là en relation avec les habiletés pragmatiques des enfants. Donc, est-ce que les enfants sont capables d'utiliser leurs habiletés du langage pour plusieurs raisons au quotidien? Est-ce qu'ils sont capables de demander de l'aide à un parent, de raconter leur journée, d'exprimer leur goût? Donc, c'est vraiment les fonctions du langage. On a d'une part une mesure qui est rapportée par le parent et d'autre part une mesure qui est observée. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un profil assez complet de qu'est-ce que l'enfant est capable de faire avec son langage. À t'intéresser à ça, l'imbrication entre l'éducation musicale, les compétences parentales et tout ça. D'où ça devient, cet intérêt-là? À la base, je suis formée en musicothérapie. Donc, j'ai un baccalauréat en musicothérapie il y a 10 ans. J'ai travaillé 3 ans en adaptation scolaire auprès d'enfants qui ont un trouble de l'attachement. Déjà là, ça pas m'inquiétait, mais je me questionnais sur qu'est-ce que je pouvais faire pour impliquer le parent dans ma pratique en musicothérapie. Par la suite, j'ai été appelée à être conseillère à l'éducation préscolaire. Donc là, j'ai eu à soutenir le développement des compétences parentales d'enfants âgés de 4 ans qui se dirigeaient vers la transition scolaire, vers la maternelle. Donc, j'ai goûté à cet aspect-là, animer des groupes de parents, soutenir le développement des compétences parentales. Puis, je me suis ennuyée de la musique. Donc, je suis revenue en éducation musicale ici il y a 3 ans.
En mettant tout ça à côté, le développement de l'enfant, la musicothérapie, l'éducation musicale, j'ai décidé de lire plus à ce sujet-là. Puis je me suis rendu compte que c'était un domaine qui gagne à aller de l'avant. Donc, puis en devenant parent, là, je vous mentirai pas, là, je suis devenue maman à 24 ans. J'ai maintenant 3 enfants de 5 ans, 7 ans et 8 ans. C'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Puis j'ai réalisé à quel point la sensibilité du parent était déterminante sur le développement de l'enfant. De ton côté, Mélissa, toi, ton intérêt pour cette clientèle-là, d'où ça te vient? En fait, moi, j'ai une formation en orthophonie. Donc, pendant ma maîtrise, je devais contribuer à un projet de recherche. Alors, déjà, à l'époque, dans ce projet-là, moi, je voulais vraiment intégrer une analyse des comportements du parent. Je voulais vraiment savoir, mais quels comportements sont plus bénéfiques au développement du langage chez les enfants qui évoluent en contexte de vulnérabilité. Et ma directrice, à l'époque, elle me disait, bien, c'est peut-être un peu beaucoup pour un projet de maîtrise. Tu pourras faire ça au doctorat. Alors, moi, je l'ai pris à la lettre et j'ai fait ça au doctorat. En fait, quand j'ai entendu qu'il y avait un projet de recherche qui s'intéressait au développement du langage chez les enfants négligés, je me suis dit, c'est pas tout à fait la même population à laquelle je suis habituée, mais certainement, elle a des facteurs en commun, des liens, des caractéristiques communes avec les enfants qui vivent en contexte de vulnérabilité. Mais aussi, en fait, entre le moment où j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise en orthophonie et où j'ai commencé le doctorat, j'ai eu la chance d'être clinicienne en orthophonie, donc de travailler comme orthophoniste dans les milieux de la santé et de l'éducation. Et dans ces différents milieux-là, j'étais quand même confrontée à des familles non seulement qui étaient vulnérables sur le plan socio-économique, mais des familles qui étaient prises en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Et c'était des familles que, à l'école, on n'entend pas beaucoup parler de cette population-là, de la négligence. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Et en orthophonie, je me suis trouvée à poser la question comment on intègre le parent négligent à une intervention visant à améliorer le langage de l'enfant. Hein. Le langage, c'est quelque chose qui s'apprend via les interactions que l'enfant a avec son entourage. Moi, je suis avec l'enfant 1 heure par semaine dans mon bureau en orthophonie. Par qui je passe pour développer le langage de l'enfant, c'est le parent. Hein? C'est le parent qui est souvent avec l'enfant. Donc, comment on fait pour outiller un parent qui a de la difficulté à comprendre un peu où l'enfant en est au niveau de son développement, à comprendre comment interagir avec l'enfant? Donc là, ça m'a vraiment questionnée. Puis, je me trouvais pas parfaitement outillée pour répondre à cette question-là. Alors, d'où l'intérêt là, au doctorat d'aller voir vraiment c'est quel comportement, comment on peut agir sur les comportements du parent pour favoriser le développement langagier des enfants. Quand on parle d'agir tôt, là, on parle de plus tôt, hein, le plus tôt possible. Donc, de soutenir les familles, soutenir les parents, particulièrement celles des familles des milieux plus négligés, plus à risque, puis de collaborer dans le milieu. On a des orthophonistes, on a des psychologues, musicothérapeutes, spécialistes en éducation. Tout le monde ou la plupart des personnes que je côtoie s'intéressent à l'enfant, puis à agir tôt. Donc, je pense que c'est assez large comme visée là, de dire on veut informer là, les personnes qui prennent des décisions sur ce qui est mis en place en milieu de garde, mais aussi en milieu communautaire. Puis c'est une question qui est complexe aussi dans mon contexte avec les familles négligentes. On souhaite améliorer la qualité des interactions entre le parent et l'enfant, mais comment on va s'y prendre? Donc ça, c'est certain que moi, mon projet, la première visée, c'est d'informer sur comment ça se passe dans le contexte de l'interaction entre le parent et l'enfant. Mais après ça, peut-être la suite de mon projet ou quelqu'un d'autre peut-être pourrait s'intéresser à cette question-là, mais comment on améliore, comment on favorise justement ces comportements-là chez le parent? Et là, c'est quand même une question complexe, hein, comment on améliore, comment on intervient, comment on outille ces parents-là. Souvent, quand on entend parler des liens entre la musique puis le développement, on fait spontanément le lien avec les habiletés en mathématiques. Hein? C'est quelque chose qu'on entend souvent. Quelqu'un qui fait de la musique va être bon en maths ou en tout cas qu'il y aurait une interrelation. Mais toi, tu as eu envie de chercher autre chose. Tu as eu envie de voir de quelle façon la musique va favoriser le développement des liens parents-enfants puis d'une certaine compétence. En quoi ça s'inscrit dans une sorte de courant qui serait peut-être là ou au contraire, c'est totalement novateur? C'est vrai que dans le milieu de l'éducation, en ce moment, on accorde énormément d'importance à tout ce qui est en relation avec la réussite éducative. On parle beaucoup de littératie, de numératie. Et on parle très peu d'habileté sociale, de maturité affective. Et pourtant, c'est démontré par la recherche que ce sont les habiletés à acquérir pour favoriser la transition vers l'école et donc être disponibles aux apprentissages qui y seront faits.
De façon complémentaire aux travaux qui sont faits au centre du laboratoire pour lequel je travaille, j'ai voulu m'intéresser au développement socio-affectif des enfants. Et en lisant à ce sujet-là, j'ai trouvé ça fascinant à quel point la musique fait partie de la vie du parent et de son enfant dès la naissance. Donc, même avant la naissance, en fait, l'enfant entend la voix de la mère et dès la naissance, se montre sensible à la musicalité de la voix de son parent, se montre très réceptif à la voix chantée, se montre plus attentif dès l'âge de 4 mois à la voix chantée qu'à la voix parlée. Donc, on voit qu'au niveau de l'interaction, on a un joyau à partager, la musique, la musicalité, les paramètres musicaux, on peut appeler ça de différentes façons, mais il reste que, vous vous en souviendrez peut-être, la façon dont on interpelle un bébé n'est pas la même que celle qu'on interpelle notre amoureux ou nos parents. Normalement, non. On l'espère. On le sait. Donc, de façon instinctive, on est des êtres musicaux. Il faut se le rappeler. On a démontré que lorsqu'on pratique la musique en synchronie, c'est-à-dire lorsqu'on maintient une certaine pulsation pendant un certain temps, en même temps que quelqu'un d'autre, on est porté à développer une affiliation avec cette autre personne. Ah, comme dans les gens qui s'installent tous ensemble avec des tam-tams, des choses comme ça. Exactement. Donc, à partir du moment qu'on pratiquerait des activités structurées, des activités musicales structurées auprès de jeunes enfants, on pourrait s'attendre à ce qu'ils développent ces habiletés prosociales-là qui leur sont si nécessaires lors de l'entrée à l'école. J'ai un peu l'intention, par mon projet de recherche, de permettre aux familles d'intégrer cette pratique musicale-là dans leur vie en sachant l'impact que ça peut avoir à long terme sur le développement de l'enfant. Comme on est dans une dynamique, est-ce qu'on peut penser qu'en améliorant l'habileté de communication des enfants, ça peut influencer aussi l'habileté du parent? Absolument. Oui, absolument. C'est vraiment une dimension importante, puis c'est important de la considérer aussi dans l'interprétation de mes résultats. Donc, est-ce que le fait... Pour l'instant, en fait, mes résultats sont transversaux. Donc, c'est important de considérer les liens entre le comportement de l'enfant, les habiletés pragmatiques de l'enfant et la qualité de l'interaction entre le parent et l'enfant. Évidemment, les enfants qui sont meilleurs sur le plan pragmatique, qui sont de meilleurs communicateurs, bien, peut-être qu'ils incitent le parent aussi plus facilement à entrer en interaction avec eux. C'est plus facile d'entrer en communication ou en conversation avec un enfant qui a de meilleures habiletés de communication. Donc, c'est certain que moi, mon projet, c'est un projet qui est transversal, donc à un temps de mesure. Quand les enfants ont 42 mois, on regarde les associations entre le comportement du parent et les habiletés pragmatiques. Donc, on n'est pas en mesure de vérifier la relation de causalité. Donc, on n'est pas en train de dire que le fait que le parent soit plus réciproque, soit plus soutenant dans sa stimulation, ces parents-là ont des enfants qui sont meilleurs sur le plan pragmatique, mais on voit que c'est associé. Donc, on peut s'imaginer qu'un parent qui est plus de telle façon, bien, ont des enfants dont les habiletés pragmatiques sont meilleures. Mais effectivement, la direction de cette relation-là, ça reste à être élucidé, je dirais. La définition de la négligence, c'est quelque chose qui est très culturel, qui dépend des règles de la culture, donc quels sont les rôles entre le parent et l'enfant qui sont attendus. Mais au Québec, en fait, si on regarde en 2016, il y a à peu près plus de 4000 enfants, je pense que c'est 4500 environ, qui ont été pris en charge pour négligence chez les 0-5 ans. Donc là, je m'intéresse vraiment à la tranche d'âge des tout-petits, les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans. C'est une tranche d'âge qui m'intéresse plus en termes de développement langagier, évidemment. C'est une période assez charnière à ce niveau-là. Donc, ça correspond à environ 1 % des enfants de moins de 5 ans au Québec. Donc, c'est beaucoup, 1 %. C'est une problématique dont on entend très peu parler, la négligence, et pourtant 1 %, c'est ça. Il y a des problématiques qui sont moins prévalentes que ça et dont on parle plus. On ne parle pas seulement des signalements, on parle vraiment des enfants. Il y a eu un signalement de négligence, il y a eu une ouverture d'un dossier et ils sont toujours pris en charge. Donc, la protection de la jeunesse a décidé que c'est une famille pour laquelle il doit avoir des interventions assez majeures. Donc, c'est une donnée qui serait encore plus élevée si on considère seulement les enfants qui ont eu des signalements. Et 4500 enfants, là, si vous voulez une idée un peu de l'ampleur, c'est à peu près une centaine d'autobus scolaires et plus de 300 classes de maternelle. Le fait que la négligence, bien, ça passe souvent inaperçu. Hein, on ne parle pas d'abus physiques, on ne parle pas d'abus sexuels, on parle vraiment d'enfants
qui ne voient pas leurs besoins fondamentaux répondus, on ne le voit pas tout le temps, ça. Dans certains cas de négligence, on peut le voir, un enfant qui est mal habillé, qui est mal nourri, mais dans d'autres cas, en termes de stimulation ou de protection de l'enfant, bien, on ne le voit pas tout le temps, les enfants qui sont négligés. Donc, cette prévalence-là pourrait sous-estimer vraiment l'ampleur réelle du problème. Où est-ce que vous vous voyez là, à l'issue de vos recherches? Je vais en décourager plus d'un, mais j'ai l'intention de continuer à étudier. Ça paraît fou comme ça, mais je suis en ce moment en passion. Je suis passionnée par ce que je lis et je vois le temps passer et j'ai pas l'impression du tout d'être à la moitié de ce que j'aurais dû apprendre avant de devenir soit professeur à l'université, soit chercheur. J'aimerais poursuivre mes études dans un autre domaine, possiblement en psychologie ou en psychopédagogie. Donc, si on se met à dans 5 ans, je serais peut-être encore à Cogito en train de parler d'un autre projet de recherche. En train d'ajouter des cordes à ta harpe. Ma harpe, c'est bien. Donc, voilà, pour ceux et celles qui trouvaient que 4 ans, c'était long, bien, c'est pas terminé. Oui, moi, je dirais vraiment tout à fait la même chose. Les personnes à qui je dis, bon, mais j'en suis à ma 3e année, ils me disent, ah, lâche pas, c'est bientôt fini. Mais moi, je veux pas que ça finisse. Je trouve que, non, vraiment, c'est un contexte qui passe très, très vite, comme le dit Aimée. Je dirais aussi, en fait, que j'ai eu la chance pendant mon doctorat je sais pas si Aimée, tu as participé à ces cours-là, mais il y a des cours qui s'offrent aux étudiants au cycle supérieur qui font qui parle de l'après-doctorat. Et ça, on n'en parle pas très souvent comme étudiant au doctorat. Et pourtant, c'est une question qui, on le voit, nous préoccupe quand même. Et ce cours-là m'a permis vraiment de faire le point sur qu'est-ce que le doctorat m'a apporté en termes de compétences transversales. Donc, tu sais, pas seulement mon projet de recherche. Oui, je deviens experte des habiletés pragmatiques chez les enfants négligés, des comportements parentaux. Oui, ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que j'ai appris à faire aussi pendant mon doctorat? J'ai appris à faire la synthèse de résultats de recherche, à planifier un projet de recherche, à être rigoureuse. Bon, la communication orale et écrite, évidemment, à faire des demandes de subventions. Donc, c'est des choses qui nous servent pour beaucoup d'autres choses que la recherche après ça. Donc, c'est des habiletés qui sont mises à profit dans plein d'emplois. Donc, moi, ça m'a permis d'envisager autre que la carrière académique, des carrières au gouvernement, par exemple, dans des emplois qui me permettraient de faire le pont entre la recherche et la clinique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous regardiez Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants au cycle supérieur de l'Université Laval. On espère que vous avez appris aujourd'hui. Vous savez, c'est tellement riche, toute cette interface-là qui permet à de jeunes chercheurs comme Aimée et Mélissa de venir s'exprimer. Alors, vous savez que vous pouvez aussi revisionner en tout temps les épisodes antérieurs grâce à notre chaîne YouTube. Alors, je vous remercie et à la prochaine.